Donc, bonjour chers élèves, dans le cadre du programme de droit de deuxième année baccalauréat, aujourd'hui on va entamer la première partie du programme intitulée Éléments du droit fiscal. Bien sûr, cette partie elle est composée de 4 chapitres, un chapitre introductif, le deuxième chapitre il concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le troisième il est en relation avec l'impôt sur le revenu et le quatrième et le dernier chapitre il concerne l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui on va commencer avec le premier chapitre introductif, introduction au droit fiscal. Donc ce chapitre a pour objectif d'assimiler les concepts de base relatifs aux impôts. Pour réaliser cet objectif, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va commencer avec une introduction, puis dans la première section, on va voir la notion d'impôt. Dans la deuxième section, on va parler de la classification des impôts et dans la troisième et la dernière section, on va expliquer les étapes de l'étude d'un impôt. Donc tout d'abord, la fiscalité ou le droit fiscal est une branche du droit public qui réglemente la perception des impôts. Autrement dit, le droit fiscal est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre l'État et les contribuables. Donc le droit fiscal, il trouve ses sources généralement dans la Constitution, la jurisprudence, les conventions internationales, la loi des finances, la doctrine ainsi que les dahir. Donc le droit fiscal, elle est là pour réglementer généralement cette relation à caractère financier entre le contribuable et l'État à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme généralement d'impôts. Donc l'impôt, c'est l'élément de base, c'est l'élément essentiel du droit fiscal. Donc qu'est-ce qu'un impôt? Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont ses rôles? C'est ce qu'on va voir dans la première section. Notion d'impôt. Et on va commencer tout d'abord avec la définition d'impôt. Donc l'impôt est un prélèvement pécuniaire mis à la charge des personnes physiques ou morales, requis par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie directe, en vue de couvrir les dépenses publiques. Comme vous voyez dans la définition, l'impôt est un prélèvement pécuniaire. Ça veut dire qu'elle est versée en argent, mis à la disposition ou bien mis à la charge des personnes physiques ou morales, donc requis par voie d'autorité, ça veut dire que le paiement de l'impôt est une obligation. À titre définitif, ça veut dire que lorsque le contribuable paye le montant de l'impôt et n'a pas le droit par la suite de le récupérer. Et sans contrepartie directe, lorsqu'on paye le montant de l'impôt, on ne reçoit rien en contrepartie directe en vue de couvrir les dépenses publiques. C'est le but ou bien l'objectif ultime d'un impôt. À partir de cette définition, on peut tirer les caractéristiques suivantes de l'impôt. Tout d'abord, la première caractéristique, l'impôt est un prélèvement pécuniaire. Ça veut dire que l'impôt, elle est versée en argent et jamais en nature comme nous avons vu dans la définition. Deuxième caractéristique, l'impôt est un prélèvement effectué par voie d'autorité. Ça veut dire que le paiement de l'impôt est une obligation. Cette obligation tient à la légitimité de la puissance publique. Donc le contribuable, il se trouve devant l'obligation de payer le montant de l'impôt, sinon il sera pénalisé. Troisième caractéristique, l'impôt est un prélèvement sans contrepartie directe. Lorsque le contribuable paye le montant de l'impôt, il ne reçoit rien en contrepartie directe. Par contre, généralement, le contribuable, il bénéficie de ce qu'on appelle le fonctionnement global des services publics comme l'enseignement, comme la sécurité, l'infrastructure. Donc, ce sont des services d'ordre général. Quatrième caractéristique de l'impôt, l'impôt a un caractère définitif et comme nous avons déjà expliqué dans la définition, lorsque le contribuable paye le montant de l'impôt, il n'a pas le droit de le récupérer par la suite. Donc, elle est irréversible. Dernière caractéristique, l'impôt sert à la couverture des dépenses publiques
Et comme vous connaissez que les dépenses publiques sont multiples, il y a des dépenses liées au fonctionnement de l'État, des dépenses en relation avec l'investissement, la dette publique. Donc l'impôt, elle est là comme étant la principale recette de l'État, bien sûr qui permet à ce dernier, à l'État, de couvrir l'ensemble des charges et l'ensemble des dépenses. Donc voilà en ce qui concerne la définition de l'impôt et ses caractéristiques. Maintenant, on passe au troisième point, toujours dans le cadre de la notion d'impôt. Maintenant, on va parler des rôles de l'impôt. Donc l'impôt joue généralement trois rôles fondamentaux et essentiels. Donc le premier rôle, c'est le rôle financier. Donc l'impôt, c'est la principale recette de l'État. Donc il est utilisé généralement pour couvrir, pour financer les dépenses publiques. Deuxième rôle, c'est le rôle économique. Donc l'impôt permet à l'État d'intervenir dans le champ économique. Donc l'impôt généralement c'est un instrument de stimulation d'investissement. Par exemple, à travers la création des zones franches d'impôts comme la zone franche de Cunitra et la zone franche d'Angimed. Donc l'État permet d'encourager les investisseurs étrangers ainsi que les investisseurs nationaux à s'installer dans ces régions. Donc voilà le rôle économique que peut jouer l'impôt. Troisième rôle et le dernier rôle, c'est le rôle social. L'impôt, généralement, c'est un instrument de redistribution des revenus. Et si on parle de la redistribution secondaire, donc il permet à l'État généralement de réduire les inégalités sociales. Donc voilà en ce qui concerne les rôles qu'on peut assigner à l'impôt. Donc trois rôles, financier, économique et social. On passe maintenant au dernier point en ce qui concerne toujours la notion d'impôt. À ce niveau-là, on va parler de la notion, bien de la distinction entre l'impôt et les autres prélèvements obligatoires. Comme nous avons vu dans la définition, l'impôt est un prélèvement pécuniaire, obligatoire, définitif et sans contrepartie directe. Maintenant, on va voir les autres prélèvements obligatoires, définition et caractéristiques. Commençons avec le premier prélèvement obligatoire autre que l'impôt, c'est la taxe. Donc la taxe est un prélèvement pécuniaire effectué par la puissance publique par voie d'autorité en contrepartie d'un service rendu. À titre d'exemple, la taxe d'habitation, taxe de services communaux et taxe provisionnelle. Comme vous voyez dans la définition, donc la taxe est un prélèvement pécuniaire, donc il est versé en argent, c'est comme l'impôt. Aussi, c'est un prélèvement prélevé par voie d'autorité. Donc le paiement de la taxe est une obligation. Donc le contribuable il se trouve devant l'obligation de payer aussi le montant de la taxe. Donc vous voyez que dans le cadre de ces deux caractéristiques, donc la taxe elle est similaire à l'impôt. Mais quand vous voyez que la taxe, normalement, elle est prélevée en contrepartie d'un service bien déterminé, d'un service rendu par l'État ou bien les collectivités locales. Et je peux vous donner l'exemple de la taxe qu'on paye en ce qui concerne les services communaux, donc appelée auparavant la taxe d'édilité. Cette taxe elle est payée par le citoyen pour bénéficier d'un service bien déterminé, c'est le service de ramassage des ordures ménagères. Comme vous voyez que le contribuable, elle sait dès le début que la taxe qu'il va payer, elle concerne un service bien déterminé, c'est le ramassage des ordures ménagères. C'est tout à fait le contraire en ce qui concerne l'impôt, elle est prélevée sans contrepartie directe. On va voir maintenant le deuxième prélèvement obligatoire, à savoir la redevance. Donc la redevance est un prélèvement obligatoire dû par l'usager en contrepartie de l'utilisation d'un service public, comme par exemple péage de l'autoroute, redevance de l'eau potable ou bien de l'électricité. Donc la redevance dans sa définition, elle est proche à la taxe. Donc, généralement, en ce qui concerne la contrepartie, il s'agit d'une contrepartie directe, un service rendu par les autorités publiques, un service bien déterminé. Mais il existe bien sûr des différences entre la redevance et la taxe. Tout d'abord, la taxe, elle est prélevée mais bien sûr par voie d'autorité, ça veut dire le contribuable est obligé de payer le montant de la taxe même s'il n'a pas bénéficié du service rendu par les autorités publiques. Aussi la deuxième différence, il réside au niveau du principe de proportionnalité. En ce qui concerne la taxe, ce principe n'est pas vérifié.
il n'y a pas une équivalence entre le montant de la taxe payée par le contribuable et le service rendu par les autorités. En ce qui concerne la redevance, elle devient obligatoire si et seulement si l'usager utilise le service. Sinon, si ce dernier n'utilise pas le service, il ne se trouve pas devant l'obligation de payer le montant de la redevance. Je peux vous donner l'exemple de la redevance qu'on paie en ce qui concerne l'eau potable. Bien sûr, si je consomme de l'eau, donc je paye la redevance, sinon je ne paye rien. Deuxième différence, comme je vous ai dit, il existe au niveau de la proportionnalité ou bien principe de proportionnalité, donc il est vérifié au niveau de la redevance. Donc lorsque, par exemple, la consommation de l'eau augmente, bien sûr la redevance aussi augmente. Lorsque la consommation diminue, la redevance diminue. Donc voilà la différence qui existe généralement entre la taxe et la redevance. Troisième prélèvement obligatoire, ce qu'on appelle la taxe parafiscale. Taxe parafiscale, c'est un prélèvement dont le revenu est réservé au budget de certains organismes. Donc généralement, la taxe parafiscale, elle est payée dans un but économique, social et parfois professionnel, pour le compte ou bien au profit d'un certain nombre d'organismes autres que l'État et les collectivités locales. À titre d'exemple, la cotisation qu'on paye à la Caisse nationale de la sécurité sociale, la cotisation à la CIMER, la taxe en ce qui concerne la formation professionnelle qu'on paye à l'OFPPT. Donc voilà généralement une idée générale sur la taxe parafiscale ou bien ce qu'on appelle la parafiscalité. Donc voilà les trois prélèvements obligatoires autres que l'impôt et la différence qui existe entre ces prélèvements et l'impôt. Donc maintenant on passe à la deuxième section qui concerne la classification des impôts. Généralement, on distingue entre deux classifications, classification économique et la classification administrative. Donc, commençons avec la première classification, à savoir la classification économique. Donc, il se base généralement sur l'assiette de l'impôt, ça veut dire la base imposable, c'est-à-dire sur quoi porte l'impôt. À ce niveau-là, on distingue entre deux types d'impôts selon la classification économique. Tout d'abord, l'impôt sur le revenu. Ici, la matière imposable, c'est le revenu acquis par le contribuable. En effet, tout salarié, toute personne exerçant une activité indépendante, quel que soit dans le cadre du commerce ou bien profession libérale, voit son revenu touché ou bien soumis à l'impôt. À titre d'exemple, on trouve l'impôt sur le revenu salariaux, impôt sur les sociétés, taxe sur les profits immobiliers et la taxe d'habitation. Deuxième type d'impôt, toujours selon la classification économique, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur la dépense. Donc l'impôt sur la dépense, elle frappe généralement les opérations de consommation de revenus. Et bien sûr, on distingue généralement entre la taxe sur la valeur ajoutée comme exemple et la taxe intérieure sur la consommation qu'on paye généralement sur un certain nombre de produits limités comme produits pétroliers, boissons sucrées, tabac, etc. Deuxième classification, c'est la classification administrative. Elle se base généralement sur le recouvrement de l'impôt. Ça veut dire comment payer l'impôt. À ce niveau-là, on distingue tout d'abord entre l'impôt direct. Donc c'est un impôt payé directement à l'administration fiscale. Donc il existe une relation entre l'administration fiscale et le contribuable. À titre d'exemple, l'impôt sur le revenu, soit salariaux ou bien foncier, impôt sur les sociétés. Deuxième type d'impôt, selon la classification administrative toujours, c'est bien sûr l'impôt indirect. Donc à ce niveau-là, il n'existe pas une relation directe entre le contribuable et l'administration fiscale. Bien sûr, il existe un tiers qui joue le rôle d'intermédiaire entre ces deux parties. À titre d'exemple, la taxe sur la valeur ajoutée, taxe intérieure sur la consommation. Vous prenez l'exemple de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc il y a l'administration fiscale et le contribuable, c'est le consommateur final. Mais il existe un tiers, un intermédiaire qui joue le rôle de l'intermédiation entre ces deux parties. C'est généralement l'entreprise qui collecte le montant de l'impôt auprès du consommateur final et elle le reverse par la suite à l'administration fiscale.
Donc voilà en ce qui concerne la classification des impôts en général, donc les deux classifications qui existent. Donc maintenant on passe à la troisième et la dernière section en ce qui concerne bien sûr ce chapitre. À ce niveau-là, on va voir les étapes de l'étude d'un impôt. Généralement, le processus d'étude de l'impôt est composé de 4 étapes importantes qu'on doit les respecter. Donc tout d'abord, pour étudier un impôt, la première étape c'est la détermination du champ d'application. Tout d'abord, il faut déterminer le champ d'application. Donc il faut définir tout d'abord les personnes imposables, parce qu'il s'agit des individus, des sociétés, de personnes, de capitaux. Donc il faut déterminer, il faut définir les personnes imposables. Il faut définir aussi les opérations imposables et les distinguer des opérations qui sont exonérées bien sûr de l'impôt. Et par la suite, il faut définir ce qu'on appelle les règles de territorialité. Ça veut dire qu'il faut cerner le territoire d'imposition qui diffère d'un impôt à un autre. Deuxième étape, en ce qui concerne toujours les étapes de l'étude d'un impôt, qui vient juste après la détermination du champ d'application, c'est bien sûr la détermination de l'assiette d'impôt. L'assiette d'impôt, ça veut dire qu'il faut déterminer la base d'imposition, la base sur laquelle on applique le tarif d'imposition. C'est ce qu'on appelle l'assiette de l'impôt. Troisième étape qui vient juste après la détermination de la base imposable, c'est bien sûr la phase ou bien l'étape qui concerne la liquidation de l'impôt. La liquidation de l'impôt, ça veut dire le calcul du montant de l'impôt. Et à ce niveau-là, en ce qui concerne la liquidation, généralement, la liquidation, soit elle est effectuée par le contribuable lui-même, et c'est le cas de la taxe sur la valeur ajoutée, ou bien elle est effectuée par l'administration fiscale, par exemple, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu salariaux. Quatrième et dernière étape dans le cadre du processus de l'étude d'un impôt, c'est ce qu'on appelle le recouvrement de l'impôt. Le recouvrement de l'impôt, ça veut dire le paiement de l'impôt à l'administration fiscale. À ce niveau-là, on distingue 3 modes de recouvrement, ou bien 3 modes de paiement. Tout d'abord, soit un mode spontané, ça veut dire le contribuable, il prépare sa déclaration et il doit bien sûr se présenter à l'administration fiscale pour paiement du montant de l'impôt. Et c'est le cas bien sûr pour la taxe sur la valeur ajoutée. Deuxième mode de paiement, c'est ce qu'on appelle le paiement par voie de rôle. Ça veut dire le contribuable, il reçoit un avis ou bien il reçoit un écrit administratif émanant de l'administration fiscale pour paiement de ses impôts, et c'est le cas pour les taxes communales. Troisième mode de paiement, ce qu'on appelle l'impôt prélevé à la source. À ce niveau-là, le contribuable est dans l'autorisation à son employeur ou bien à sa banque de prélever à la source le montant de l'impôt à la date du paiement, et c'est le cas pour l'impôt sur le revenu salarial. Donc c'est un impôt prélevé à la source, il ne nécessite pas une déclaration de la part du contribuable. Donc voilà généralement les 4 étapes importantes qu'on doit respecter dans le cadre de l'étude bien sûr d'un impôt, quel que soit bien sûr l'impôt étudié. Et bien sûr ces étapes ou bien ce processus va nous aider beaucoup dans les chapitres qui vont venir par la suite, quel que soit pour étudier la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu ou bien l'impôt sur les sociétés. Voilà, nous avons terminé généralement les 3 sections qui entrent dans le cadre de ce chapitre. Maintenant, on passe à une application pour tester bien sûr votre compréhension en ce qui concerne les notions que nous avons vues durant cette séance. Mais avant de passer à l'application, donc maintenant on va faire un petit rappel concernant les 3 sections que nous avons vues jusqu'à maintenant. Donc la première section, nous avons vu la notion de l'impôt, donc définition de l'impôt ainsi que les caractéristiques. Donc par la suite, nous avons vu aussi les rôles de l'impôt, quel que soit le rôle financier, économique ou bien le rôle social. Aussi, nous avons vu la distinction qui existe entre l'impôt et les autres prélèvements obligatoires, à savoir la taxe, la redevance
et bien sûr la taxe parafiscale. Et dans le cadre de la deuxième section, nous avons vu la classification des impôts, quelle que soit la classification administrative dans laquelle nous avons distingué entre l'impôt direct et l'impôt indirect, et la classification économique dans laquelle nous avons distingué entre l'impôt sur le revenu et l'impôt qui touche généralement la dépense. Puis dans la troisième et la dernière section, nous avons vu les étapes importantes et nécessaires dans le cadre du processus de l'étude d'un impôt. Donc maintenant, on commence l'application. Elle se forme de questions à choix multiples. Donc on commence avec la première question. Donc l'impôt a un rôle économique signifié. Tout d'abord, l'impôt est un instrument d'équité sociale. L'impôt corrige les inégalités de revenus. L'impôt est un outil de stimulation de l'investissement, ou bien l'impôt permet de faire face aux dépenses publiques. Voilà, nous avons vu dans le cadre des rôles de l'impôt le rôle économique. Et nous avons dit que l'impôt permet à l'État d'intervenir dans le champ économique et c'est un outil, bien sûr, de stimulation de l'investissement. Donc le troisième choix est la réponse correcte. Par contre, les deux premiers choix, elles entrent dans le cadre de ce qu'on appelle le rôle social de l'impôt et le dernier choix, il entre dans le cadre du rôle financier de l'impôt. Passons maintenant à la deuxième question. Donc la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt. Tout d'abord, direct qui frappe la consommation, indirect qui frappe le revenu, direct qui frappe le revenu, ou bien indirect qui frappe la consommation. Donc selon la classification des impôts, nous avons vu la classification économique. La TVA, normalement, est un impôt, selon la classification économique, est un impôt qui touche la dépense ou bien qui frappe les opérations de consommation. Selon la deuxième classification, la classification administrative, donc la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt généralement indirect. Ça veut dire qu'il nécessite l'intervention d'un intermédiaire, généralement l'entreprise. Donc le quatrième choix est la réponse correcte. Donc la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui frappe la consommation. Troisième question, l'impôt retenu à la source est un impôt. Tout d'abord, versé par le contribuable directement au trésor, prélevé à la source par celui qui verse le revenu imposable, ou bien payé par un contribuable à la charge d'un autre, ou payé par un redevable et ensuite répercuté sur le contribuable effectif. Donc, un impôt retenu à la source, ça veut dire que le contribuable, dans l'autorisation à son employeur ou bien à sa banque, de prélever à la source le montant de l'impôt. Donc, le deuxième choix est la réponse correcte. Un impôt retenu à la source est un impôt prélevé à la source par celui qui verse le revenu imposable. Quatrième question, l'impôt est une prestation pécuniaire signifiée. Tout d'abord, le contribuable ne reçoit aucun service direct de l'État, l'impôt est versé en argent et jamais en nature, l'impôt ne peut être remboursé, le prélèvement de l'impôt est obligatoire. Donc, l'impôt est une prestation, bien un prélèvement pécuniaire, ça signifie que l'impôt est versé en argent et jamais en nature, comme nous avons vu dans le cadre des caractéristiques de l'impôt. Passons à la cinquième et la dernière question. Un impôt collecté par voie de rôle est un impôt payé spontanément à l'administration fiscale, payé à l'administration fiscale après réception d'un avis d'imposition, l'impôt est retenu à la source ou bien payé après redressement fiscal. Bien sûr, un impôt collecté par voie de rôle, c'est un impôt dans lequel le contribuable il reçoit un écrit ou bien émanant généralement de l'administration fiscale. Donc, le deuxième choix est la réponse correcte dans cette cinquième
questions. Donc voilà, nous avons arrivé au terme de cette séance et de ce chapitre. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour un nouveau chapitre et à très bientôt.